Bonjour à tout le monde qui écoute. Je m'appelle Hannah Léonard et j'étudie les relations publiques ainsi que les communications professionnelles. Je suis l'interne pour Acuro pour presque 2 mois et ceci est une de plusieurs entrevues avec des ombudsman établis ou retraites des institutions postsecondaires partout au Canada. Hélène Richard, l'ombudsman retraite de l'Université Laval, me rejoint aujourd'hui. Merci pour m'avoir rencontrée aujourd'hui, Hélène. Merci beaucoup, Anna. Et merci à Alors, la QO pour cette expérience. oui, alors, où travaillez-vous et que faisiez-vous régulièrement avant de prendre ta retraite? Alors, j'étais ombudsman à l'Université Laval, c'est-à-dire dans la province de Québec et la ville de Québec. Mhm. Alors, ombudsman universitaire pour s'assurer que les membres de la communauté universitaire, leurs droits sont respectés et que les décisions prises par l'institution sont correctes et justes. Mhm. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a amené à travailler comme ombuds ou est-ce que tu as juste trouvé dans cette position? C'est un enchaînement, Anna. C'est une très bonne question, premièrement. Mm. Parce qu'on va pas, on n'entre pas à l'université, on ne s'inscrit pas à un programme généralement en se disant, moi, un jour, je vais être un ombudsman. Ouais. Il n'y a pas de cours pour ça. Eh bien, il y a des cours de perfectionnement, Ah, ok. effectivement, pour les meilleures pratiques, en anglais, en français, mais ce n'est pas un programme qui, par exemple, est un programme de 3 ans, premier cycle, deuxième cycle. Puis c'est quelque chose qui est méconnu, qui n'est pas très connu. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux un peu te donner ma façon d'expliquer ce que c'est un ombudsman? Oui. Alors, l'ombudsman, c'est le gardien de l'équité. Okay. C'est-à-dire, non seulement il doit s'assurer que les règles de l'institution et les règles de droit naturel, comme l'équité procédurale, sont respectées, mais il doit s'assurer que les décisions sont justes. Parce que quelque chose peut être conforme, légal, mais être injuste dépendamment des circonstances pour une personne. Donc, ça a l'air peut-être simple comme ça, mais il faut être vraiment capable de bien connaître les règles de l'institution, les règles de droit, mais aussi avoir l'art du gros bon sens. Ce qu'on dit en français, c'est le GBS souvent. Donc, c'est tout ça qui fait qu'il faut être capable d'avoir faut avoir un bon jugement, avoir un bon recul et être indépendant, impartial dans les conclusions auxquelles on arrive et les actions qu'on prend. Oui, c'est une excellente définition. Et je sais qu'il y a tellement de choses à connaître comme ombudsman. Et les étudiants, ça serait impossible à connaître toutes ces choses. So, c'est excellent s'il y a quelqu'un là à l'université qui connaît toutes ces choses et il y a une classe qu'ils peuvent aller quand ils ont besoin de l'aide ou quelque chose comme ça. Oui, oui, Anna. Puis, si je peux me permettre, ce qui m'a amené à travailler comme ombudsman, je crois que c'est mon attrait pour les gens. Parce que j'ai une double formation en psychologie clinique et en droit, en recherche en droit. Donc, c'est aussi de vouloir aider les gens, de vouloir s'assurer que c'est juste aussi ce qui se passe. Est-ce que tu me permets de te raconter une petite anecdote qui me ramène très, très loin au début de ma vie? Oui, bien sûr. Quand j'étais enfant, en deuxième année au primaire, 7 ans, j'avais fait la grève contre l'ordre alphabétique. J'aimais l'école, je tiens à le préciser. C'était pas un prétexte pour ne pas travailler. Je m'étais rendu compte que depuis la maternelle, 5, 6, 7 ans, essentiellement, on était séparés en équipes, toujours de la même manière, par l'ordre alphabétique.
Et comme c'était assez constant, à cette époque-là, on avait moins aussi de déménagements, de familles reconstituées. On était toujours avec les mêmes. Et pour amener un peu plus de diversité, on ne se le cachera pas, des fois un peu plus de participation, parce qu'il arrivait que dans certaines équipes, les gens étaient plus souvent absents. Bon, j'avais demandé au professeur pour changer la façon de diviser les équipes. Et elle n'était pas d'accord. Alors, je lui ai demandé pourquoi. Et elle m'a répondu parce que c'est comme ça. Ouais. Et est-ce que vous pensez que ça me satisfaisait comme réponse? Non, les enfants n'aiment pas ça, cette réponse. Alors, j'ai maintenu mon point et j'ai été privée de récréation, de break, là, pendant 4 jours de la semaine. Et après, la professeure me voyant aller, parce que je maintenais mon point, j'ai amené une solution. Est-ce qu'on ne pourrait pas proposer des nouvelles équipes? Et quand elle a vu que c'était un but constructif, elle l'a permis. Et pour moi, ça n'a pas été une victoire personnelle, au contraire, mais c'était le début d'un temps où on peut trouver des solutions par l'innovation, par les explications. Oui, Alors, c'est drôle. C'est drôle, hein? C'était pas pour être rebelle, point à la ligne. C'était pour justement redresser des situations qui perduraient. Je voyais des étudiants qui étaient un peu découragés, c'était pas toujours des équipes favorables. Et bon. Et tout ça pour dire, Anna, que le fait de m'intéresser aux êtres humains, aux droits, puis d'avoir enseigné, parce que j'ai enseigné l'éthique et la déontologie comme chargée de cours à l'université, je pense que ça m'a bien préparée pour être ombudsman. Oui, c'est comme la destinée que tu es devenue ombudsman. Un peu, il y avait peut-être un petit engodage génétique, puis à force d'avancer dans la vie, de rencontrer des gens et d'apprendre, ben, ça atteint le stade de l'ombudsman. Oui. Et à votre avis, quelles sont les qualités qui font un bon ombudsman et quel type de personne est parfait pour une profession comme ça? Si je reviens, Anna, aux qualités essentielles qui sont d'ailleurs très bien énoncées par la QO, l'indépendance, l'impartialité, la confidentialité, l'accessibilité. Je pense que c'est important d'avoir du jugement, du discernement, d'être empathique, de vouloir aider autrui. Mais je dirais aussi quelque chose qu'on oublie parfois. Il faut tolérer l'ambiguïté, l'incertitude. Parce qu'être ombudsman, souvent, c'est la personne qui arrive après que plusieurs autres solutions, plusieurs autres services aient été requis. Alors, on peut arriver dans des dossiers où c'est plus compliqué, les personnes sont tannées, exaspérées, c'est flou. Donc, il faut être capable de faire face aux zones grises avec calme et sang-froid, et ça prend de l'ouverture d'esprit. Parce que on entend toutes sortes de choses. Généralement, les gens sont de bonne foi, très haut pourcentage, mais il arrive que ça ne va pas, puis on regarde ce qu'on peut faire s'il y a quelque chose à faire. Mais je dirais une chose aussi, je pense qu'il est important de préciser, quand on dit indépendance, impartialité, ça veut dire être capable d'être neutre. Puis être neutre, non seulement il faut l'être, mais il faut le démontrer. Il faut que les gens aient confiance en notre impartialité, notre objectivité, puis notre indépendance. Et je veux aussi préciser, être neutre, ça ne veut pas dire ne pas prendre de décision. Parce que comme ombudsman, on en a des décisions à prendre. Si c'est une plainte, est-ce que la plainte est recevable? C'est-à-dire, est-elle dans notre champ de compétences? Est-ce que la plainte, le cas échéant, est-ce qu'elle est fondée? Et si c'est le cas, ben, notre pouvoir final n'est pas décisionnel.
C'est un Oui. pouvoir de recommandation. Mais il faut être capable d'influencer justement l'instance susceptible de Mhm. prendre une décision pour redresser une injustice. Tout ça, je voudrais que c'est presque un art être ombudsman, mais qui se développe. Et pour te dire, répondre à ta deuxième partie de question, quel type de personne est parfaite pour la profession? Je ne voudrais pas dire parfait, mais il y a peut-être des atomes crochus ou des prédispositions. Je dirais d'emblée, on pense aux professions juridiques, comme le Mhm. droit, sciences sociales, comme la psychologie, travailleur social, des gens qui sont en counseling orientation. Bon, mais ça peut être bien plus large que ça, Anna, parce que je ne Mhm. veux pas restreindre à des zones. Pour avoir côtoyé des collègues dans des associations d'ombudsman qui venaient de plusieurs domaines, Mhm. ça peut même être surprenant. Il faut aimer les gens, il faut avoir une bonne agilité cognitive, parce que quand on envisage certains problèmes, il faut être capable de les tourner à 360 degrés. Puis il faut Mhm. évidemment avoir les qualités essentielles. Puis quand on parle aussi, je ne veux pas l'oublier, de confidentialité. Alors, si on a déjà travaillé sous le secret professionnel, bien, ça aide. Hein? Oui. Parce que c'est un incontournable, la confidentialité. Puis Mhm. l'accessibilité, je te dirais aussi, hein, il faut vraiment que les membres, si je prends pour l'université, que les membres de la communauté universitaire, et dans mon cas, c'était tous les étudiants, tous les employés et les utilisateurs de services, les sujets des protocoles de recherche, tous ces Mhm. gens-là aient accès sans barrière et de manière égale. Oui. Alors, c'est savoir être visible aussi. Mhm. Oui, j'ai rencontré plusieurs ombudsmen dans les semaines dernières et ils viennent de vraiment beaucoup de professions. Il n'y a pas une profession spécifique que les gens fassent avant de devenir ombud. C'est incroyable. Oui. Bien, Anna, je suis heureuse que tu aies pu voir ce grand éventail. Et c'est ce qui en fait la richesse, hein, de la beauté de cette profession qui, en fait, on me dit que c'est une profession, bien c'est sûr. Ici, c'est pas Mhm. enregistré au Québec sous le Code des professions, mais il reste que c'est un travail qui est tout à fait reconnu. Mhm. Euh, alors, je pense que c'est cette diversité-là aussi qui nous aide en tant qu'ombudsman à pouvoir avoir des discussions qui vont pousser nos établissements vers des actions de plus en plus inclusives. Hein, Mhm. notre pays est un pays qui est ouvert à l'inclusion sociale et qui l'affirme clairement dans ses politiques. Et je crois que nos institutions universitaires et collégiales aussi. Oui. Et j'aime ce que tu as dit que c'est gris. Et je pense que c'est ça qui fait que c'est un emploi vraiment différent. Tu fais jamais la même chose et jour à jour, tu pourrais être comme rencontré avec des gens qui ont des problèmes tellement différents. Alors, c'est toujours je veux dire, tu apprends toujours des nouvelles choses et Oui, ça fait pour un emploi vraiment intéressant. oui, oui, puis ça peut être étourdissant des fois parce que on reçoit des demandes, on dépend de la demande, hein, et Mhm. puis on ne sait pas ce qui va nous être demandé, on ne peut pas tout préparer, c'est normal. C'est pour Mhm. ça qu'il faut être attentif, qu'il faut être capable d'être agile, ouvert, mais en même temps, Anna, il faut se garder un recul. Parce qu'on ne sera jamais un spécialiste de contenu, sauf en équité et en justice. Mhm. Puis il faut respecter les gens qui ont décidé. C'est-à-dire qu'on ne se substitue pas à ces gens-là. Par exemple, Ouais. une révision de notes, on va regarder si la procédure a été appliquée. On ne va Mhm. pas absolument jamais réviser à la place de l'enseignant. Là. Ouais, exactement. Et
si vous aviez des conseils à donner aux personnes qui sont nouvelles dans le monde des ombuds ou sont intéressées juste à la profession, que seraient-ils ces conseils? Oui, j'aime bien cette question-là aussi. D'abord, et ça, tu as dû l'entendre aussi, ne pas rester seul. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a des réseaux d'ombudsman, AQO, provinciaux, d'autres regroupements. Des fois, on est dans notre bureau, parce que souvent, ce n'est pas des grosses équipes d'employés, c'est normal. Oui. Et là, on réfléchit, on essaie d'envisager, de faire le tour du problème, de la question. Et c'est pour ça qu'on a des tribunes confidentielles d'échange entre ombudsman. Et ça, ça aide beaucoup. Puis, il ne faut pas attendre. Hein? Et je dirais aussi, il ne faut pas rester cloisonné dans notre bureau. Là, c'est la pandémie. On s'entend, là? Il faut respecter les mesures COVID-19. Bon. En même temps, on est en communication par les médias, c'est-à-dire on communique, Zoom, Teams, etc. Mais en même temps, il faut rester informé sur ce qui se passe dans nos institutions et se faire voir, se faire connaître. C'est important. La dernière chose, si je peux me permettre, Anna, on entend souvent ça entre ombudsman dans nos réunions. Il faut choisir nos batailles. Et je suis d'accord parce que lorsqu'on parle de bataille, par exemple, c'est lorsqu'on veut travailler à aménager un changement organisationnel, systémique dans une institution. Ça prend de la patience. Il faut être prudent, évidemment, avoir les bonnes raisons de le faire, avoir consulté. Mais ça, c'est pour les questions, les grandes questions d'ensemble systémique. Mais quand c'est un dossier individuel, il faut prendre le temps, même si ça a l'air complexe ou parfois ça a l'air anodin, simple, il faut prendre le temps de le regarder. Puis même si la plainte n'est pas ou la demande n'est pas dans nos compétences, il faut au moins prendre le temps de l'expliquer à la personne. Lors de la communication, c'est dans ton domaine, ça, Anna, c'est important. Oui. C'est majeur parce que on est là pour faciliter aussi la compréhension des gens. Si les gens comprennent et qui n'ont pas de sentiment d'injustice après avoir rencontré et parlé à un ombudsman, même s'ils n'ont pas gagné leur point, mais ça peut les soulager puis justement les encourager à avoir confiance. Et ça, c'est majeur. Donc, derrière chaque demande, Anna, je dis aux gens, il y a un besoin. Alors, même si ça ne reste pas quelque chose de recevable, il faut prendre le temps de le regarder et de l'expliquer. Oui, exactement. Ben, merci beaucoup pour tes conseils. Et je pense pas que j'ai d'autres questions. C'est d'autres choses à ajouter? Oh, je te dirais, Anna, que j'apprécie beaucoup le temps consacré à faire connaître le rôle de l'ombudsman ou protecteur universitaire et ses qualités essentielles. Et toi aussi, ça me fait plaisir de vous avoir rencontré. Merci beaucoup pour prendre le temps de rencontrer avec moi aujourd'hui. Eh bien, merci encore, Anna. Et merci à tout le monde qui écoute maintenant. Si vous aimez des sujets comme ça et si tu veux entendre d'autres ombudsmen, d'autres institutions postsecondaires autour du Canada, ils vont être d'autres entrevues sur le site web aussi. Alors, c'est 1 de 4 ou 5, je pense. Merci beaucoup, Hélène. Bien, ça va être très intéressant, Anna. Merci. Merci à tout le monde pour votre écoute. Merci, au revoir. Au revoir.